2010. Bitcoin n'est encore qu'une expérience marginale. Quelques développeurs, un code fragile et un créateur sans visage, Satoshi Nakamoto. À cette époque, Bitcoin ne vaut presque rien. Mais il représente déjà quelque chose de dangereux. Une monnaie libre, incontrôlable. Et puis un jour, une plateforme gigantesque s'y intéresse. Wikileaks. Pour Bitcoin, c'est une mauvaise nouvelle. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. L'afflux menace de briser le réseau, d'attirer l'attention des États et de tuer le projet avant même sa naissance. Satoshi le sait. Il lance un avertissement. Bitcoin n'a pas encore conquis le monde. Mais en 2010, il a failli mourir de grandir trop vite. Janvier 2009. Satoshi Nakamoto appuie sur Start. Dans le tout premier bloc de Bitcoin, il grave un message. Pas un hasard, pas une signature. Le chancelier au bord d'un second plan de sauvetage pour les banques. Le message est clair. Bitcoin n'est pas un gadget. C'est une réponse directe au chaos financier mondial. Mais à ce moment-là, tout peut s'effondrer. Bitcoin ne vaut rien. Quelques centimes, au mieux. Une poignée de passionnés maintient le réseau en vie, sur des ordinateurs de bureau, dans leur salon. Un bug, une attaque, un peu trop d'attention. Et l'expérience s'arrête là. Sur le forum Bitcoin Talk, Satoshi veille. Il corrige le code. Il guide les premiers utilisateurs. Et surtout, il insiste sur une chose, rester sous les radars. C'est trop tôt. Pendant ce temps, ailleurs, la tempête gronde. Julian Assange et Wikileaks publient ce que personne ne veut voir. Les révélations font trembler gouvernements et institutions. La riposte ne se fait pas attendre. Elle est silencieuse, mais redoutable. Visa, Mastercard, PayPal. Un à un, les géants du paiement ferment le robinet. Plus de dons, plus de transferts, plus d'oxygène. Wikileaks est étouffé sans procès. Ce n'est pas une arrestation. Ce n'est pas une censure officielle. C'est pire, un blocus bancaire. Et sans le savoir, ce siège financier va bientôt croiser la route d'une technologie encore trop jeune pour encaisser le choc. 10 novembre 2010. Sur le forum Bitcoin Talk, une mèche s'allume. Un utilisateur, Genjix, pose une question en apparence innocente. Et si on contactait Wikileaks ? Son raisonnement est implacable. Wikileaks a besoin d'argent. Bitcoin est une monnaie qu'aucun gouvernement ne peut bloquer. Sur le papier, c'est parfait. Dans les réponses, l'excitation explose. Certains y voient le moment historique. L'entrée de Bitcoin dans le monde réel. On imagine déjà Julian Assange valider le code, le hacker devenu ennemi public numéro 1, adoubant une nouvelle monnaie libre. Mais tout le monde n'applaudit pas. Dans l'ombre du forum, la peur s'installe. Un utilisateur, Shadow of Harbinger, tire la sonnette d'alarme. Associer Bitcoin à Wikileaks maintenant, c'est attirer les États, les banques et toute leur puissance. Trop tôt. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une expérimentation. C'est une déclaration de guerre financière. 5 décembre 2010. Après des semaines de silence, Satoshi Nakamoto sort de l'ombre. Son message est bref, sec, sans ambiguïté. Non. N'amenez pas ça ici. Ce n'est pas un ordre. C'est un cri d'alerte. Pour Satoshi, Bitcoin est encore une bêta. Une communauté minuscule. Un équilibre fragile. Associer Bitcoin à Wikileaks maintenant, ce serait braquer un projecteur trop puissant sur un réseau encore trop jeune. Médias. État. Banque, une pression impossible à encaisser. Vous pensez que Bitcoin, c'est juste de l'argent de poche ? Attendez que Wikileaks mette le feu au projecteur. Cette chaleur que vous redoutez, elle transformera vos quelques bitcoins en une fortune. Vous n'êtes pas prêt. Pour la première fois, le créateur de Bitcoin semble avoir peur. Mais sur Internet, personne n'écoute les avertissements. Le 10 décembre 2010, le coup près tombe. Le magazine PC World publie un article explosif qui présente Bitcoin comme la monnaie idéale pour contourner le blocus financier imposé à Wikileaks, une arme secrète incensurable. Sur le forum Bitcoin Talk, c'est l'euphorie totale. Les pionniers célèbrent cette publicité gratuite, cette reconnaissance venue des médias traditionnels. Mais pour Satoshi Nakamoto, c'est une catastrophe imminente. Le lendemain, 11 décembre, il poste un message qui restera gravé dans l'histoire de Bitcoin. Ça aurait été bienvenu dans n'importe quel autre contexte, mais Wikileaks a donné un coup de pied dans un nid de frelons, et l'essaim se dirige droit sur nous. Le nid de frelons. L'image est glaçante. Satoshi ne vise pas la presse People ou les tabloïds. Il parle de l'État. Des agences de renseignement, des régulateurs financiers, des puissants capables d'écraser un projet naissant d'un revers de main. Pour lui, Bitcoin vient de passer du statut d'expérimentation discrète à celui de cible prioritaire, bien avant d'avoir développé la moindre défense solide. Sur le forum, un utilisateur tente l'impossible. Il contacte directement le journaliste de PC World pour éteindre l'incendie. Satoshi les a suppliés de ne pas faire ça, écrit-il, presque désespéré. Peine perdue. La machine médiatique est lancée. Rien ne l'arrêtera plus. Le 12 décembre, Satoshi poste une dernière note technique. Une simple mise à jour de sécurité. Puis, le silence. Le créateur vient de s'évaporer. Le 13 décembre 2010, le curseur de Satoshi Nakamoto s'immobilise pour la dernière fois sur Bitcoin Talk. Silence radio. Quelques mois plus tard, en avril 2011, un ultime message privé à Mike Hearn, développeur chez Google. Je suis passé à autre chose. 4 mots secs. Et puis, le néant absolu. Il abandonne derrière lui un trésor de guerre. Environ 1 million de bitcoins, minés dans les premiers mois. Une fortune colossale qui dort encore aujourd'hui, intacte, figée dans la blockchain. Des dizaines de milliards de dollars auxquels personne n'a jamais touché. Pourquoi cette disparition totale ? Peur des autorités qui commençaient à ouvrir l'œil ?
Sentiment que sa mission était accomplie? Simple désir d'anonymat absolu? Le mystère Satoshi reste la plus grande énigme du XXIe siècle. En juin 2011, Wikileaks franchit enfin le pas. Après des mois d'hésitation, l'organisation commence à accepter les dons en Bitcoin. Le blocus bancaire est contourné. L'argent afflue du monde entier. Julian Assange le reconnaîtra plus tard. Sans Bitcoin, Wikileaks n'aurait tout simplement pas survécu à cette période. Pourtant, Assange avait attendu. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis l'avertissement public de Satoshi sur le nid de frelons. Wikileaks avait manifestement pris note de la mise en garde, du moins un temps, avant de juger que le jeu en valait la chandelle. Bitcoin a tenu bon. Il a grandi, s'est renforcé, muté, pour devenir le géant incontournable que l'on connaît aujourd'hui. Mais une question lancinante demeure. Si Wikileaks avait secoué le nid de frelons quelques mois plus tôt, dès décembre 2010, Bitcoin serait-il devenu cette révolution mondiale, ou aurait-il été écrasé dans l'œuf, relégué à un simple souvenir oublié du web? L'avertissement de Satoshi était-il un excès de prudence ou une intuition prophétique? On ne le saura jamais vraiment, mais il nous laisse une leçon éternelle. Dans la tech comme dans la vie, le timing est tout. Trop d'attention trop tôt peut étouffer une révolution dans l'œuf. Au bon moment, elle devient le carburant qui la propulse. Ironie du sort, c'est justement en juin 2011, lorsque Wikileaks ouvre enfin les dons en Bitcoin, que Bitcoin connaît son premier vrai bull run. En quelques semaines, il passe de quelques centimes à près de $30, une explosion qui marque le début de son ascension irrésistible. Satoshi Nakamoto s'est évaporé dans l'ombre, mais son code, lui, continue de réécrire les règles du monde financier. Si cette plongée dans les racines du Bitcoin vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche. Et pour ne pas manquer les prochains mystères que nous allons explorer, abonnez-vous et activez la cloche. L'histoire du futur s'écrit sous nos yeux, ne restez pas à la traîne. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très vite.